그렇죠? Le président. Veuillez vous asseoir. Reprise des débats. Avant de laisser à nouveau la parole à la défense de Yengsari pour la suite de l'interrogatoire de l'expert, la Chambre souhaite faire les observations suivantes. Tout d'abord, le fait que Maître Carnavas pose des questions à l'expert sans marquer de pause. Veuillez, je vous prie, marquer la pause entre la réponse et votre prochaine question. Et veuillez aussi vous souvenir d'allumer et d'éteindre votre micro. Sinon, les interprètes ne pourront pas tout traduire au fin de la transcription. Deuxième point. Dans l'éventualité où l'expert a le document en anglais sous les yeux, je demande au chargé de dossier de mettre le document en khmer sur l'écran d'ordinateur. Maître Carnavas, vous avez maintenant la parole. La défense. Je vous remercie. Et pour que tout le monde sache quel est le document que l'on vient de remettre à M. Chandler, nous lui avons remis un extrait de la transcription, à commencer aux pages 61 et 62. Nous étions laissés. Donc nous ne lui avons pas remis ce dont nous avons déjà parlé ce matin, car nous voulions essayer d'imprimer le plus rapidement possible. Cet extrait lui sera remis par la suite. Ou plutôt, et de sorte à ce qu'il puisse demander des précisions le cas échéant après avoir relu la transcription. Donc, pour en revenir au sujet que nous avions abordé avant la pause, M. Chandler, je vous demande de tourner à la page 63. Vous verrez, au-dessus de 11h45 et 20 secondes, ligne 2, donc, de la page, on vous pose la question suivante. Pouvez-vous aussi expliquer le rôle du parti au sein du Kampuchea démocratique? Vous avez entendu l'objection de l'accusation. Le procureur a rappelé le contexte dans lequel cette question avait été posée. Je présume que vous pouvez lire les 2 pages précédentes qui vous ont été fournies. L'extrait que j'ai lu, qui commençait à la ligne 4, première partie de votre réponse. J'aimerais beaucoup. Puis ensuite, j'ai repris la ligne 12. Vous dites évidemment. Comment? Votre question, la façon dont fonctionnait le parti. Quand on utilise une phrase comme celle-là, on arrive dans le monde réel plutôt que l'univers des déclarations d'autorité faites par le parti. C'est la phrase qui m'intéresse, c'est-à-dire le théorique par rapport aux pratiques, ou le théorique par rapport à ce qui s'est réellement produit. Réponse. Je ne sais pas si vous avez posé une question, j'aimerais répondre. Maître Carnavas. Non, je n'avais pas encore posé ma question, je voulais vous rappeler le contexte. Car nous avons pris une pause. Dans ce contexte, donc, avez-vous une opinion sur
la façon dont les choses se sont produites de 75 à 79. C'est-à-dire qu'il y avait la théorie dans les documents, dans le statut. Cette théorie n'est peut-être pas le reflet de ce qui s'est réellement produit, à différents niveaux. Je sais que la question que je vous pose est assez générale, mais en vous fondant sur vos recherches, pouvez-vous répondre à ma question? Réponse. Certainement. Il y a des déclarations de principe dans les statuts du parti, et il y a un écart entre cela et la pratique. Ce que j'ai vu dans les documents et dans les intervues que j'ai réalisées, on pouvait voir qu'il y avait donc un écart entre ce que le parti voulait faire et ce qu'il était en mesure de faire. Question. À la page 64, votre réponse poursuit comme suit. Mais évidemment, votre question est comment fonctionnait-il? Dès que l'on tombe sur les questions de la façon dont il fonctionnait, on tombe dans la véritable histoire du Cambodge démocratique, qui est un phénomène en évolution, toujours en évolution. Et je n'affirme pas avoir une autorité authentique là-dessus, mais je pense que beaucoup de personnes dans cette salle l'ont étudié avec soin et ont encore de nouvelles idées. Donc on en revient à votre première réponse. Vous dites qu'il y a des écarts, non seulement entre la pratique et la théorie, mais aussi entre... Et enfin, il y a des lacunes dans les preuves disponibles. Est-ce pourquoi vous dites qu'il s'agit d'un phénomène toujours en évolution? Réponse. Oui. Maître Carnavas, je vous remercie. Je vais aller maintenant à la page 79. Il y a une série de réponses, mais il faut remonter à la page 76 pour retrouver la question qui vous avait été posée. On vous posait des questions sur les articles 3 et 6 du document en cours de discussion, c'est-à-dire le statut du parti. Vous pouvez donc lire cela et me dire votre opinion. Donc à la page 79, sous 13 heures et quelques, vous dites: si cela se reflétait dans la pratique tout au long du Cambodge pendant la période du Cambodge démocratique, je ne suis pas en mesure de répondre à cette question. Je n'ai aucune idée si cela a été suivi à la lettre à tous les niveaux, au fil des ans, dans les districts. Puis un peu plus loin, en ligne 14, vous dites: il n'y a aucune façon, je crois, de répondre de façon systématique à la question. Et plus loin, que l'on retrouve sous l'heure 13h39:48 secondes, le groupe de dirigeants est un petit groupe, un collectif de dirigeants qui est à la cime. Et ce thème se retrouve partout, enfin dans chacune des lignes de ce document, mais je le dis, je ne suis pas en mesure de répondre si cela est un reflet dans la pratique. Ce que vous dites donc dans cette réponse, c'est que vous n'êtes pas assez informé en raison du manque de preuves
et du manque de déclaration et de sources principales que vous n'êtes pas en mesure de donner une opinion informée sur la situation concrète et la théorie. Et c'était toujours dans le contexte des articles 3 et 6 du statut sur lesquels on vous avait posé une question. Is there a question there? I didn't... Monsieur Chandler, avez-vous posé une question? Je n'ai pas entendu de question. Le président. Veuillez attendre, Monsieur Chandler, la parole est à l'accusation. Le procureur. Oui, et Monsieur Chandler a justement mis le doigt sur le problème. Nous pouvons tolérer un certain nombre de questions orientées, c'est pour ça que nous n'avons pas soulevé d'objection. Nous comprenons que la défense doit faire des propositions à l'expert pour voir si elle est vraie ou non. Mais ce qui se passe maintenant, c'est que le Conseil de la défense dépose et fait quelques affirmations sur les faits, demande à l'expert de confirmer ou non. Il peut le faire dans certaines juridictions, mais pas ici. La défense. J'aimerais répondre brièvement. J'utilise ici les mots du témoin. Et je demande ici au témoin de préciser certains aspects de ces déclarations. Laissez-moi reformuler. Quand vous dites que si cela se reflétait dans la pratique partout au Kampuchea pendant la période du Kampuchea démocratique, je ne suis pas en mesure de répondre à cette question. Je n'ai aucune idée si cela a été suivi à la lettre à tous les niveaux, au fil des ans, dans les districts, etc. Bon, tout d'abord, maintenez-vous cette déclaration que vous avez faite? Réponse. Oui. Et je ne vois pas qui pourrait avoir une idée de ce qui s'est passé partout, dans chaque district, à chaque année. On me demande de faire des réponses générales à des questions importantes et très intéressantes, des questions sur lesquelles je me suis penché, mais je ne suis pas prêt à écrire l'histoire comme ça dans ma réponse. Donc, je ne suis pas prêt à répondre à ces questions sur l'écart entre la pratique et la théorie, où certains de ces écarts sont documentés, c'est très intéressant. Maître Carnavas, oui, vous n'avez pas besoin d'être sur la défensive. Je vous demande simplement de donner plus de détails. Je vous assure, je ne suis pas très agressif. Donc, dans votre réponse, vous dites à tous les niveaux et au fil des ans, vous semblez dire que pendant la période, la situation était en évolution. Est-ce une bonne interprétation de votre réponse? Que ce qui se produisait en 1975 pouvait être une situation différente ou tout à fait différente de la situation en 76, 77, 78. Et donc, compte tenu de la nature générale de cette question, vous ne pouviez faire de réponse générale, d'application générale. Réponse. Je suis désolé si je semble être sur la défensive. Je ne veux pas non plus paraître défensif ou agressif, mais j'ai répété à maintes reprises, tant dans ce prétoire qu'ailleurs, qu'il y avait une évolution dans le comportement du régime et différents événements au sein du régime. On a parlé de différentes étapes, de 75 à avril 76, des changements au type de purge, l'arrivée du Vietnam comme acteur important, pour utiliser un euphémisme, le changement de cible, en fait, du type d'ennemi. Donc, c'est certain qu'il y a eu une évolution d'une période à l'autre. Question. Je vous remercie. Et compte tenu de votre réponse s'applique à tous les niveaux, du haut vers le bas et du bas vers le haut? Cette réponse que vous venez tout juste de nous donner. Dois-je ainsi la comprendre? Réponse.
Je n'ai aucune raison de le dire. À tous les niveaux, je ne ferai pas de telle affirmation. Je dirais qu'il y a une évolution. Certaines personnes se sont peut-être comportées de la même façon pendant tout le temps. Je ne saurais dire qu'il y avait une évolution à tous les niveaux. Question. Merci. Je ne parle pas ici de personnes, je parle aussi d'institutions, de comités, d'instances. Voilà de ce dont je parle. Aussi. Était-ce donc un processus en évolution ce qui avait été prévu en 1975 ou les attentes en 1975 auraient pu être changées, parfois de façon radicale, en 76, 77, 78, 79. Réponse. Je donnerai c'est la même réponse car votre question semble être la même. Donc oui. Question. Je marque une pause car on m'a dit de marquer une pause. J'aimerais maintenant vous montrer la page 92. Donc au milieu de la question, page 91, vous verrez qu'on vous demande la question commence à la page 13 à la ligne 13 de la page 91. Sous 14h06 et 40 secondes, on vous pose des questions à propos de l'article 23, les tâches du comité central. La question se poursuit jusqu'en page 92. À la ligne 3, on vous demande: pouvez-vous nous dire si, oui ou non, dans la pratique, la mise en œuvre était la même que ce qui était rédigé dans cet article? Et s'il existait une différence entre la pratique et ce qui est écrit. Le cas échéant, veuillez décrire cette différence. Voilà la question qui vous avait été posée. Donc à la ligne 8 de page 92, vous commencez votre réponse. Je ne crois pas être bien outillé pour répondre à votre question. C'est une bonne question, mais ce n'est pas quelque chose que j'ai étudié dans le détail. Une fois de plus, je soupçonne que l'on a suivi la plupart de ces règles. Ce n'était pas, enfin je veux dire au niveau organisationnel, je pense, comme l'a suggéré l'ordonnance de clôture et les documents que dont je me suis familiarisé tout récemment, au point de vue organisationnel, et aux yeux de ceux qui l'organisaient, que ça fonctionnait assez bien. Donc tout d'abord, vous dites que vous êtes mal outillé pour répondre à la question. Et pour dire si l'article 23 était mis en œuvre tel qu'il avait été rédigé dans le statut. Est-ce là une bonne représentation de la réponse que vous avez donnée? Je vous prie d'attendre une réponse. Oui, je le crois. Question. Vous apportez ensuite quelques réserves. Et ce n'est pas une critique, mais je dois en parler. Et ce n'est pas votre faute, mais vous dites: je pense, comme l'a suggéré l'ordonnance de clôture et les documents avec lesquels je me suis familiarisé récemment. Donc, ma question, M. Chandler, savez-vous que l'ordonnance de clôture ressemble à ce que nous avons dans un système anglo-saxon que je suis certain que vous connaissez, est l'acte d'accusation? Le savez-vous? Et si vous ne le savez pas, c'est correct. Réponse. Je dirais oui. Question. Donc il semblerait que dans cette partie de votre réponse, vous semblez dépendre de ce que vous avez lu dans l'ordonnance de clôture, en plus d'autres choses.
mais en partie, vous vous fondez sur l'ordonnance de clôture. Réponse, oui, dans une certaine mesure. Du moins dans cette partie de ma réponse. La défense, oui, mais merci. C'est pourquoi je fais attention. Quand vous dites, dans les documents avec lesquels je me suis familiarisé récemment, au point de vue organisationnel, etc. Je regrette si je semble insister sur ce point. Bon, insister, c'est sans doute le bon terme. Que j'insiste sur le fait d'essayer de savoir les documents avec lesquels vous vous êtes familiarisé récemment. Ce que ces documents sont, par exemple, 7 Candidates for Prosecution, rédigé par votre ami et confrère Steve Hader il y a plusieurs années. Est-ce que c'est un des documents auxquels vous faites référence? Ou parlez-vous ici de nouveaux documents de source principale dont vous n'aviez pas connaissance, mais qui ont été portés à votre attention récemment, peut-être ceux qui vous ont été remis par la Chambre de première instance? Réponse. Les deux. Les documents que m'ont remis la Chambre de première instance, y compris l'ordonnance de clôture, m'a donné une idée que c'était peut-être ce qui s'était produit, mais plus loin sur la même page, vous voyez que je termine ma réponse en disant que je ne voulais pas vraiment répondre à cette question, car d'après mes propres standards, je n'avais pas les propres documents de source principale pour répondre, mais oui, c'était les conclusions que j'avais tirées. Et à partir du moment où j'ai cessé de rédiger des ouvrages sur le Cambodge démocratique jusqu'à aujourd'hui, beaucoup d'informations sont devenues publiques quant à l'organisation, la division du pouvoir au Cambodge, la façon dont cela fonctionnait. Et donc, j'ai dû me familiariser très rapidement avec beaucoup de ces renseignements, plutôt que de ce que j'ai écrit par moi-même. Question. Et maintenant, aux pages 95 et 96 de la transcription, ligne 25 de la transcription, point de précision. Quant à la réponse que vous avez donnée à la page 96, car votre micro n'était pas allumé, donc il semblerait que la réponse soit incomplète dans la transcription. Donc, j'aimerais vous donner la possibilité de nous dire exactement quelle était la réponse à la question. Donc, la question est, avez-vous trouvé des preuves quant au rôle distinct, aux différents rôles du comité permanent et, le cas échéant, quels étaient ses rôles et responsabilités? Et ce que nous avons ici, j'ai fait des recherches dans... Moi, je me souviens de votre déposition d'un peu différemment, donc j'aimerais, au fin de la transcription, et pour mémoire, que vous nous disiez que si vous aviez fait de la recherche là-dessus, ou si votre réponse était justement différente que ce qui est écrit. Réponse. La réponse contient la phrase. Si je me souviens bien de ma déposition, je crois avoir dit « Je ne suis pas tout à fait prêt à répondre à votre question, car ce n'est pas un sujet sur lequel j'ai fait des recherches principales. » Maître Carnavas, merci. Je voulais justement corriger la mémoire, car dans plusieurs mois, nous allons justement dépendre de cette transcription. Et nous ne serons pas en mesure d'entrer en contact avec vous pour apporter ces petites précisions. Donc nous apprécions, merci. Bon, nous allons maintenant passer à la page 109. Toujours dans la transcription de votre... enfin, des audiences du 18. On vous a demandé de lire un extrait de votre ouvrage S21 crimes impunis des Khmers rouges. Vous le verrez à la ligne 17.
donc une citation qui commence à la ligne 25. Donc sous l'heure 15h19 et 2 secondes. Il est écrit, bon, il s'agit d'un passage très bref, professeur, et qui dit clairement, je cite, « Aucun document établissant un lien entre Pol Pot et Ieng Sary directement à des ordres d'exécuter qui que ce soit S21 a déjà été découvert, même si les liens d'autorité liant S21 au centre du parti, Mop Chung Pak, ont été établis hors de tout d'autre. » Fin de la citation. C'était justement une citation de votre ouvrage. À la page suivante. Page 111. Au-dessous de l'heure. 15h21 minutes 40 secondes. Donc à la ligne 12. Vous dites, c'est une suite. C'est la suite de votre réponse. Enfin, on vous a posé une question entre les deux, mais c'est toujours dans le même contexte. Vous me corrigerez si je me trompe. Vous dites, j'aimerais apporter une correction à cet extrait. Comme nous le savons du procès de Deutsch, Deutsch lui-même n'était pas en contact avec tous ces gens. Il était en contact avec Son Sen uniquement, et à l'occasion, comme il l'a dit en témoignage, avec Nguyen Chia. Donc, ces liens avec ces autres personnes, avec le centre, n'ont pas été définis. Et quand j'ai rédigé le livre, moi, ça c'est une erreur. J'aurais dû dire qu'il était au courant du centre du parti. Il savait que Son Sen et Nguyen Chia étaient au centre du parti. Mais il est écrit, je cite, j'ai fait rapport au centre du parti dans une de ses interviews. Mais en fait, comme nous l'avons su de son témoignage, il n'en a vu, il n'a vu qu'une seule ou deux personnes, au plus. D'après votre réponse, vous semblez être prêt à reconnaître à la lecture des témoignages de Deutsch qu'il faut corriger ce que vous avez écrit dans votre livre. Est-ce juste? Le président. Le témoin doit attendre. La parole est à l'accusation. Le procureur. Oui, le problème quand on... Enfin, il est utile maintenant que l'expert est sous les yeux. Mais c'est le problème quand on saute des passages. En fait, cette correction faisait référence à un autre extrait que le Conseil n'a pas lu. C'était sur les lignes de hiérarchie de S21 au centre du parti. C'était ça, la correction que souhaitait apporter M. Chandler. Et il ne faut pas induire le professeur en erreur et de lui faire croire qu'il essayait de corriger quelque chose d'autre. La défense. J'apprécie cette précision, je croyais que c'était évident. M. Chandler a la transcription sous les yeux, mais c'est l'essentiel de ma question. En fait, qu'il s'est trompé dans son ouvrage quant au rapport et aux lignes de reddition de compte, et que maintenant qu'il a entendu les témoignages, il se corrige. Est-ce bien le cas, M. Chandler? Réponse, non. J'ai dit que ça en lien avec le centre du parti se faisait par le truchement de Son Sen. C'était là, son lien. Mais le correctif était de dire que Deutsch n'était pas en contact avec tout le centre du parti. Et je le dis non seulement sur la base de son témoignage, mais aussi il y a des centaines de documents qui établissent un lien entre Deutsch et Son Sen. Nous savons que les documents ont été envoyés à Son Sen, nous savons que les documents de Son Sen ont été supposément transférés à d'autres personnes. Je vous prierai de me laisser terminer.
Les donc lignes avec le centre du parti, ce libellé induit en erreur, certes, mais le Sonsen était considéré comme le numéro 3 du régime. Donc si Deutsch dit j'étais en contact avec le centre du parti, c'est ce qu'il voulait dire. Il n'a jamais dit qu'il était en contact avec tout le monde. Et je suis certain qu'il n'a jamais été en contact d'ailleurs avec tous les membres du centre. Maître Carnavas, c'est justement la précision que je voulais obtenir. Il n'y a pas besoin d'être défensif, Monsieur Chandler, je ne vois pas le problème. C'était exactement ce que j'ai essayé, peut-être de façon inélégante, d'obtenir. Quand vous dites centre du parti, vous dites, du moins, d'après les preuves que vous avez lues, que Sonsen est un membre essentiel du centre, et vous n'irez pas plus loin. Mais vous n'êtes pas prêt à affirmer qu'il faisait rapport à tout le centre. Réponse. Une fois de plus, nous sommes ici dans un domaine qui n'est pas documenté. Nous ne savons pas ce que Sonsen a fait avec les documents qu'on lui a envoyés. Nous ne savons pas quelles étaient les discussions au sein des réunions du parti où l'on aurait pu soulever la question de ces documents. Donc nous ne savons pas exactement ce qui est arrivé à ces documents. Ce que je voulais dire par cette correction, c'était simplement de modifier le libellé de l'extrait de mon livre, c'est-à-dire que le lien avec le centre du parti, le lien avec le centre du parti est prouvé, car il y avait un lien prouvé avec Sonsen, qui était un membre essentiel du centre du parti. Je ne veux pas sembler combatif, mais je trouve votre question un peu répétitive. Et vous semblez d'essayer de me faire dire quelque chose qui est différent de ce que j'ai dit l'autre jour, et pourtant je suis d'accord avec ce que j'ai dit l'autre jour. Le président. Maître, je vous rappelle que vous devez observer une pause suffisamment longue pour permettre aux interprètes de traduire vos questions de manière complète. Nous vous avons déjà demandé d'éteindre votre micro après avoir posé vos questions pour ensuite le rallumer pour la question suivante. Et à chaque fois, vous pouvez observer une pause en éteignant et en rallumant votre micro. La défense. Merci, Monsieur le Président. Je voulais simplement vous remercier d'avoir clarifié ce point, mais vous me paraissez assez agressif et défensif. C'est l'impression que j'ai. Le Président. Je cède la parole à la juge Cartwright. La juge Cartwright, Maître Carnevas, la manière par laquelle vous formulez vos questions semble émettre quelques assertions. Vous avez un questionnement assez direct, ce qui peut provoquer une réaction défensive. Veuillez ne pas accuser cet expert d'être agressif. Maître Carnevas. Vous avez clarifié ce point concernant Deutsch et nous vous remercions de vos réponses franches et les corrections que vous avez bien voulu apporter à vos déclarations. Si nous prenons votre déposition du 6 août 2009, j'espère ne pas être trop agressif en soulevant autre chose que vous avez dit au tribunal qui semble correspondre à ce que vous nous dites aujourd'hui, à nouveau à des fins de précision. D288 par 59.1, c'est un document, c'est la transcription du procès de Deutsch à la journée 55, le 6 août 2009, à la ligne 20 de cette page de la transcription.
Ligne 20, page 58. La question qui vous a été posée était la suivante. Êtes-vous en train de dire que S21 faisait partie des projets des hauts dirigeants, mais était un projet moins important que d'autres aspects des événements ayant lieu dans le pays à ce moment-là? Si vous n'avez pas de copie papier, on peut vous le donner. Votre réponse est oui, je dis de façon générale, je veux dire avec certitude que les hauts dirigeants s'intéressaient beaucoup aux aveux des cadres supérieurs tels que Coytoun et Von Vett et d'autres personnes qui étaient pris au filet en 76 et 77. Je pense que ces aveux, et je ne fais que supposer car nous n'avons pas les traces documentaires, que certains de ces aveux aient été lus non seulement par Sun Sen, qui en lisait beaucoup, mais également par ses supérieurs. Je voulais vous lire cette réponse parce que si nous comparons votre déposition dans le procès de Deutsch, ou si nous prenons votre déposition dans le procès de Deutsch plus votre déposition ici, les deux se complètent et nous donnent une réponse juste. Est-ce que j'ai raison de le dire? Réponse oui. La défense, merci. Je voudrais passer à la page 119. « 10h15 et 40 secondes, juste après. Encore une fois, pour clarifier, et je regrette de poser une autre question alors que j'avais dit que c'était ma dernière question. Ensuite, lorsque vous dites président de 877, vous avez indiqué tout à l'heure qu'à votre avis, 870 était une adresse ou un code qui faisait référence à un certain nombre de choses, y compris, je pense, vous avez dit le centre du parti. Corrigez-moi si je me trompe. Donc, lorsque vous dites président de 870, pourriez-vous décrire quel était ce rôle et quelles étaient les fonctions de ce rôle? Donc, c'est la question qu'on vous a posée. J'espère que vous l'avez sous les yeux. Votre réponse a été la suivante. La manière qui m'a amené à mieux comprendre ceci, je dois l'avouer, c'est à travers l'ordonnance de clôture. Ce ne sont pas des sujets sur lesquels je me suis concentrée auparavant, mais il me semble que 870 était un nom de code, en fait, pour Pol Pot. Et vous poursuivez. Donc, dans ce passage, au moins, vous semblez répondre en disant que la compréhension que vous avez du sens de 870 était que ce chiffre désignait entre autres Pol Pot sur la base de votre lecture de l'ordonnance de clôture. Est-ce exact? Réponse. Pas tout à fait. Je comprends votre curiosité à ce sujet. Ce n'est pas une bonne réponse, ce n'est pas très clairement formulé et je le regrette. Je le savais et j'ai déjà témoigné à ce sujet à plusieurs reprises sans me référer à l'ordonnance de clôture. Je savais que 870 était un nom de code qui désignait Pol Pot. C'est connu, je l'ai écrit dans mes travaux. Ce que je ne savais pas et ce que j'ai appris dans l'ordonnance de clôture, mais aussi par ailleurs, parce que c'est documenté, je savais qu'un bureau 870 existait. J'ai travaillé là-dessus en écrivant S21.
Dans l'ordonnance de clôture, j'ai lu des informations concernant le bureau 870 et qui était une adresse postale, et cela m'intéressait, et démontrer que c'était donc un bureau critique essentiel au sein du Kampuchea démocratique dont nous n'avions que peu d'informations. Je vous remercie. Nous allons passer à la journée suivante, le 19 juillet 2012. J'ignore si vous avez reçu un exemplaire de la transcription. Nous avons un exemplaire ici pour vous. Le président, l'huissier d'audience, veuillez donner le document au témoin. Il faut laisser au témoin le temps de lire la partie du document avant de répondre. Maître Carnavas, oui, Monsieur le Président, il s'agit de la transcription de sa déposition du 19 juillet. Comme pour la journée précédente, je procéderai de la même manière. Nous avons moins de passages à citer. J'espère pouvoir terminer cet exercice d'ici le déjeuner. J'aimerais vous demander de vous référer à la page 30 où la question débute, mais je vais vous demander aussi de regarder d'autres pages. Mais à la page 30 en anglais, juste avant 10h34. On vous demande de vous intéresser aux années 1966 et 67. S'ensuit une très longue question. À la page suivante, la page 31, ligne 17, on vous demande, pourriez-vous nous dire pourquoi vous estimez qu'à ce moment-là, la direction avait décidé que le parti devait changer de tactique. Dans votre réponse, vous dites à la page 31, vous commencez en disant « je pense ». À la page suivante, ligne 4, vous dites « je pense, j'estimais ». Plus tard à nouveau, « j'estimais ». Et à la ligne 14, vous dites « nous ne savons pas exactement ce qu'il faisait, mais il est évident qu'il semblerait que ce qu'il faisait, c'était de préparer des politiques pour le moment où il viendrait au pouvoir, plutôt que de se cacher de la police de Sihanouk ou des choses qu'il faisait avant. C'était une période d'élaboration de politique, une période de consolidation et une période également où il gagnait des forces. Je vais vous demander de regarder bien sûr l'ensemble de la question et la réponse, mais je vais vous demander de vous concentrer votre attention sur cette partie-là, parce que ma question va concerner cette partie de votre réponse, mais je vous laisse le temps de le voir, comme le président nous l'a rappelé. Il faut vous laisser le temps de le lire. Lorsque vous êtes prêt, vous me le direz et je vous poserai ma question. Go ahead. Please go ahead. Le témoin, allez-y. La défense, merci. Ma question est donc... Nous savons de votre déposition que vous n'étiez pas présent, c'est évident. Là, vous semblez donner une réponse assez catégorique, disant qu'il est évident que c'était une période d'élaboration de politique et non pas
autre chose? Qu'est-ce qui vous permet d'être aussi confiant et d'affirmer qu'ils préparaient leur politique pour l'avenir? Comment savez-vous que ces politiques qu'ils préparaient n'étaient pas simplement des politiques et non pas des politiques pour une période future? Le président. Professeur Chandler, veuillez attendre. Le coprocureur demande la parole. Le coprocureur international, je pense qu'ici nous avons une caractérisation fausse des propos de l'expert. Il a dit, évidemment, il semble que ce qu'il faisait, c'était d'élaborer des politiques. Donc je pense qu'il faut poser correctement la question et ne pas suggérer que le professeur prétendait savoir exactement ce qu'il faisait. Il a bien dit qu'il lui semblait que tel était le cas. La défense. Je vous remercie de cet apport. Monsieur le Président, là où je suis perplexe et je crains que les juges ne le soient aussi, c'est qu'il dit dans la réponse que ceci est une période d'élaboration de politique, une période de consolidation et une période où il gagnait des forces. Il semble déclarer que ceci était en effet le cas, alors que plus haut, il dit qu'il semblait que. C'est pour cela que je demande aux témoins d'apporter une clarification. Au début, avant, dans sa réponse, il utilise les termes « je pense » et « j'estimais que ». Je reformule ma question. S'agit-il d'une simple présomption de votre part lorsque vous dites que ceci était une période d'élaboration de politique parmi autre chose? Réponse. Bien sûr, dans une certaine mesure, c'est cela. Si je reviens sur ce que j'ai écrit sur cette période dans mes deux ouvrages, c'est la période qui suit la visite secrète de Pol Pot en Chine et au Vietnam. C'est à ce moment-là qu'il a décidé de changer le nom du parti et de l'appeler Parti communiste du Kampuchea, ce qui le place au même niveau que le parti chinois et au-dessus du parti vietnamien qui était le parti des ouvriers. Partir du Ratanakiri dans l'Est, le long de la frontière vietnamienne, a permis d'éloigner le leadership du parti, les dirigeants du parti de la proximité, me semble-t-il, avec les troupes vietnamiennes. Et donc, les dirigeants étaient plus libres de leur mouvement. Je pense que j'ai aussi fait référence aux événements en Indonésie. Il me semble que ceci est mentionné dans un des documents que j'ai lus et qui provenait de S21. Ce n'était pas un aveu. Ils étaient très préoccupés par les événements en Indonésie qui portaient un coup important à un parti communiste important. Je pense le coup le plus sévère subi par des partis communistes pendant cette période. Donc, s'il s'intéressait aux affaires internationales, il est évident qu'il penserait qu'il fallait faire preuve de prudence. Le début de la lutte armée en février 1968 est une décision qui a été prise à l'avance. Ça, c'est une décision de politique. Il y a quelques présomptions. Je pense que vous avez dit que mes présomptions étaient osées. Je pense que ce n'est pas le cas. Maître Carnavas, non, je n'ai pas utilisé ce terme, j'ai dit catégorique. C'est la phrase que j'ai employée. Mais je vous remercie de cette clarification de ce que vous entendez par politique dans ce contexte, parce que le terme politique employé devant la Chambre a différents contextes. Donc je voulais m'assurer que concernant cette réponse pour la période 66-67, je voulais m'assurer que c'est ce que vous entendiez par politique. Et vous avez cité ces exemples et je vous remercie.
J'ai encore quelques questions avant de terminer sur cette partie de votre déposition. Pourriez-vous regarder la page 86, juste avant 13h40 et 45 secondes? Nous en avons déjà parlé, cela peut vous sembler répétitif, mais je suis obligée d'en parler et je vous remercie de votre patience. À la ligne 21, et il faudrait peut-être lire ce qui précède, mais je vais vous lire la partie pertinente et je vous laisserai le temps de lire avant et après pour comprendre le contexte et l'accusation s'assurera que ce soit le cas. La question est brièvement, puisque ici nous parlons d'un discours que vous pensez avoir été prononcé par Pol Pot. Pourriez-vous nous dire si vous savez quel organe ou quel individu ou groupe d'individus a élaborer ce plan? Et votre réponse est que je devrais regarder les textes et ce que j'ai dit à l'époque. Parmi les dirigeants du parti, je pense que c'était un projet, c'était un texte rédigé à plusieurs mains. Certains auteurs suggèrent que des parties du texte étaient rédigées par Khieu Samphan, mais je ne suis pas en train de le dire. C'était écrit, c'est un écrit collectif, ça c'est sûr, et approuvé collectivement par la direction collective. Encore une fois, vous n'avez jamais une seule signature sur les documents du Kampuchea démocratique, mais seul le dirigeant peut expliquer et seul le dirigeant a le dernier mot. Donc cela provient de cette mentalité collective, d'une direction collective qui doit être centrée à un moment donné au sein du comité central, mais nous ne disposons pas de ces informations spécifiques. Professeur Chandler, à la lumière de votre réponse et des qualifications que vous avez apportées jusqu'à présent, qu'est-ce qui vous permet de dire que ce document ait été rédigé à plusieurs de manière collective? Et je présume que quand vous dites rédigé collectivement, vous parlez des échelons supérieurs où différentes personnes auraient contribué quelque chose à ce texte. Réponse. Bien, c'est une bonne question. Je ne saurais dire que Pol Pot n'a pas tout écrit de sa main. Le fonctionnement pendant le Kampuchea démocratique suggère que cela ne se passait pas ainsi. Il n'aurait pas pu créer l'ensemble de ce document. Il a fallu rassembler différentes expertises. Il y a une erreur dans la question. Ce plan n'a jamais été publié et diffusé. Les discussions avant approbation du plan par le secrétaire du parti, ça c'est Pol Pot, et le parti attribue ce document à Pol Pot. Après ces discussions, le document a été donc élaboré et c'est un document qui venait forcément du centre du parti. La défense. Je vais essayer d'être concis pour avancer à la page 104. C'est un document qu'on vous présente. Vous en parlez brièvement. Il s'agit d'un document du FIBIS E3/273
et on vous demande d'émettre un avis sur ce document. Ensuite, à la page 106, vous dites que vous avez des doutes quant à savoir si ce document reflète la réalité. À la ligne 19 à 21 de la page 106, pour m'exprimer en paraphrasant votre déposition, et vous me corrigerez si je me trompe, vous avez dit que ces informations étaient à usage externe, donc destinées à être utilisées à l'étranger, et que donc, puisqu'il savait qu'on écoutait ces informations, celles-ci étaient parfois trompeuses et s'agissait parfois de la désinformation. Réponse: oui, il s'agissait du visage public du Kampuchea démocratique. Il savait que ces décisions étaient écoutées. Il ne savait peut-être pas de manière systématique, mais il savait que des étrangers dont il se méfiait écoutaient ces diffusions. Question: savez-vous si le parti faisait ceci en interne également? Par exemple, où il tenait une réunion ou un congrès ou une réunion du comité central qui devait décider, qui était censé décider de certaines choses, alors qu'en réalité les décisions étaient prises à l'avance et que ces réunions n'avaient même pas eu lieu ou étaient simplement organisées alors que les décisions avaient déjà été prises par le comité permanent? Réponse: oui, je suis d'accord avec cela. Vous pouvez regarder les rapports publics concernant l'élection qui précisent que 90% de la population avait participé. Même si l'élection avait eu lieu, c'était tout à fait absurde. Il n'y a jamais eu un taux de participation, mais c'est ce qui est écrit. Maître Carnavas, je vous remercie. Monsieur le professeur Chandler. Monsieur le Président, il est midi. J'ai terminé cette partie de mon interrogation. Mes collègues me disent que je dispose jusqu'à 14h35. Je ne pense pas utiliser tout ce temps. Je vais essayer d'être le plus efficace possible pour respecter le temps imparti à l'ensemble de la défense, c'est-à-dire 2 journées et demie. Le Président. Je vous remercie, Maître. Dr Chandler, vous avez la parole. J'aimerais poser une question à la Chambre par curiosité. La déposition à partir de 14 heures, allons-nous parler de la transcription? Dans ce cas, je l'emporterai avec moi pendant le déjeuner, sinon je la laisserai ici au prétoire. Maître Carnavas, non, je souhaite que vous profitez de votre déjeuner. J'en ai terminé et je ne reviendrai pas sur la transcription. Je vous remercie d'avoir posé la question et je suis désolée d'avoir posé des questions parfois tranchantes. Le Président. Je vous remercie. La défense de Khieu Samphan, vous avez la parole. Monsieur le Président, pour répondre également à la question de Monsieur Chandler, puisqu'elle nous concerne également, je veux l'avertir qu'il est possible que dans l'après-midi, l'équipe de défense de Khieu Samphan soit amenée à revenir avec lui sur certains aspects de ses déclarations à cette barre. Donc, s'il se trouve qu'il serait utile pour lui d'emporter pendant le déjeuner ces documents, il peut le faire, à mon sens. Le Président. Le moment est venu de prendre la pause pour le déjeuner. La Chambre va donc ajourner les débats jusqu'à 13h30.
huissier d'audience. Veuillez fournir votre assistance à l'expert pendant la pause. Vous assurez qu'il soit de retour au prétoire avant 13h30. La parole est à la défense de Nguyen Chia. Maître Pao. Merci, Monsieur le Président. Notre client, Nguyen Chia, souhaite suivre les débats cet après-midi. Depuis la cellule tension temporaire, il a mal à la tête, il souffre de maux de dos et a de la difficulté à se concentrer. Et nous a informé que sa tension artérielle ce matin était plutôt faible. Pour ces motifs, Nguyen Chia demande à pouvoir se retirer la cellule de détention temporaire pour l'après-midi. Nous avons le document idoine à remettre à la greffier. Le président. La Chambre est saisie de la demande de Nguyen Chia présentée par le truchement de son avocat, demande par laquelle il souhaite suivre les débats depuis la cellule de tension temporaire pour le reste de la journée, en raison de son état de santé. La défense a déjà clairement exprimé qu'elle avait en main le document de renonciation. La Chambre fait donc droit à la demande. Nguyen Chia pourra suivre les débats depuis la cellule de tension temporaire par moyen audiovisuel. La défense doit maintenant remettre le document de renonciation portant la signature de l'accusé ou son empreinte digitale. La Chambre enjoint maintenant les services techniques d'assurer le lien audiovisuel entre le prétoire et la cellule pour que Nguyen Chia puisse suivre les débats. Garde de sécurité. Veuillez conduire Khieu Samphan et Nguyen Chia aux cellules de détention temporaires. Et veuillez ne ramener que Khieu Samphan au prétoire à la reprise des débats. 13h30. L'audience est suspendue.